Bonjour à tous et bienvenue en direct sur Public Sénat. Voici les titres de Sénat 360. Séance de questions d'actualité au gouvernement à suivre en direct sur notre antenne dans moins d'un quart d'heure. Une séance en présence du Premier ministre Manuel Valls. Elle sera largement consacrée aux conséquences des attentats entre mesures de sécurité et radicalisation des jeunes. Hommage de la nation demain aux invalides en présence des familles, des victimes et des blessés. La cérémonie sera présidée par François Hollande, le chef de l'État qui incite les Français à arborer les couleurs bleu, blanc, rouge du drapeau français. Polémique sur les crèches de Noël dans les mairies. Pour l'Association des maires de France, leur présence n'est pas compatible avec la laïcité. Plusieurs élus, les Républicains, fustigent cette préconisation. On en parle dans cette édition. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à tous nos débats sur Twitter avec le hashtag Sénat360. Pour nous accompagner cet après-midi, nos journalistes en direct, Perrine Tarnot et Tam Tranui. Le multiplex, c'est tout de suite. Et on commence notre multiplex parlementaire avec Tam Tranui en direct de la tribune de presse de l'hémicycle du Sénat. Tam, nous sommes à moins de 15 minutes de la séance de questions d'actualité au gouvernement. Sur quoi vont porter les débats aujourd'hui ? Bien écoutez, le terrorisme sera bien sûr au cœur de ces questions d'actualité après les attentats du 13 novembre, après l'instauration de l'état d'urgence qui a été prolongé pour 3 mois et après le vote quasiment à l'unanimité par le Parlement hier pour continuer les opérations aériennes françaises en Syrie. Alors les groupes politiques du Sénat vont décliner cette thématique de différentes manières. Du côté du groupe socialiste, il va y avoir une question sur le service de renseignement. Il y aura également une question sur le financement de Daesh, le groupe État islamique qui serait à la tête d'un patrimoine évalué à 2260 milliards de dollars et qui a mis la main en Syrie et en Irak sur des terres extrêmement riches en ressources naturelles, notamment en pétrole. Alors du côté du groupe communiste, il y aura également une question sur le terrorisme qui sera axée, elle, sur la radicalisation des jeunes, notamment dans les quartiers populaires. Enfin, à noter que du côté du groupe des Républicains, les 3 questions seront axées sur la sécurité des Français et la mise en place de l'état d'urgence. Merci beaucoup Tam. Alors je vous le disais en titre, polémique sur les crèches de Noël dans les mairies. L'Association des maires de France préconise que leur présence n'est pas compatible avec la laïcité. Plusieurs élus s'insurgent contre cette décision. Julie Hulin. La polémique est partie d'un hors-série du magazine de l'Association des maires de France publié la semaine dernière. Une dizaine de pages d'un vade-mecum sur la laïcité et ces quelques lignes. La présence de crèches de Noël dans l'enceinte des mairies n'est pas, du point de vue de l'AMF, compatible avec la laïcité. Une préconisation qui, un mois avant Noël, s'est transformée en controverse. Plusieurs maires Front National ont annoncé hier leur départ de l'Association des maires de France, dénonçant une position qui bafouerait, selon eux, la culture et les traditions. À droite également, plusieurs élus ont invoqué la tradition populaire. Mais sans consensus, le parti de Nicolas Sarkozy n'a pas pris de position officielle. À gauche, Jean-Christophe Cambadélis s'est ce matin rangé du côté de François Baroin. Bon, moi, spontanément, je serais favorable à ce qu'il n'y ait pas de crèche dans les mairies. Mais tout ça, ce sont des débats vraiment secondaires par rapport aux questions auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui. Depuis 2 ans, les arrêts des cours administratifs se sont contredits à plusieurs reprises concernant l'installation des crèches dans les mairies. L'AMF attend maintenant que le Conseil d'État se prononce et en appelle au ministre de l'Intérieur pour qu'il légifère sur le sujet. Et dans notre multiplex, on va retrouver tout de suite Perrine Tarnot en direct de la salle des conférences du Sénat avec votre première invité, Perrine, le sénateur Les Républicains, Jean-Baptiste Lemoyne, pour une première réaction justement à cette polémique sur les crèches dans les mairies. Exactement, Jean-Baptiste Lemoyne qui, comme beaucoup d'autres élus locaux, conteste ce guide de bonne pratique de l'AMF sur ce point en particulier des crèches de Noël. L'Association des maires de France qui donc conseille de ne pas installer ces crèches de Noël dans des lieux publics. Ça vous choque, cette recommandation, Jean-Baptiste Lemoyne ? Écoutez, c'est vrai que les crèches, c'est pas tant un phénomène cultuel, religieux maintenant, qu'un phénomène culturel. La France, elle s'est construite depuis des centaines d'années, presque plus d'un millénaire, voilà, sur des traditions. Et donc on est là juste dans le respect de certaines traditions, et sans que ça choque, je pense, outre mesure. Donc effectivement, on trouve qu'il ne faut pas non plus mettre trop d'interdits. La laïcité, ça ne doit pas être une religion en tant que telle. Justement, ça doit être une religion contre les autres religions. Il s'agit de faire en sorte que tout le monde puisse vivre ensemble dans de bonnes conditions. Donc on a trouvé un peu excessif cette recommandation, d'autant plus que le droit n'est pas très clair.
hein, de ce point de vue-là. Donc, oui, la jurisprudence est effectivement un petit peu divergente entre certaines cours d'appel qui autorisent l'installation de crèches dans des lieux publics, que ce soit des conseils généraux ou des mairies, et d'autres, au contraire, juridictions qui l'interdisent. Voilà, donc une façon peut-être de sécuriser les choses, ce serait de faire dans notre Constitution, où à un moment c'est évoqué dans les textes fondamentaux européens, beaucoup de pays voulaient qu'on mette une mention aux racines chrétiennes de l'Europe. Parce qu'écoutez, c'est une évidence, il y a un moment il faut arrêter de nier voilà, ce sur quoi est assis la construction de notre pays. Nous nous projetons vers l'avenir. On veut construire la France de demain avec tout le monde, on accueille tout le monde. Mais il faut le faire aussi en ayant conscience d'où on vient. Si on ne sait pas d'où on vient, on est amnésique. Oui, mais Jean-Baptiste Lemoyne, vous ne pouvez pas nier non plus que la laïcité est un peu en perte de vitesse, non, ces dernières années en France. Mais je crois que ce qui choque justement un certain nombre de nos concitoyens, c'est de se dire qu'il y a des quartiers dans lesquels parfois il y a des pratiques cultuelles dans les rues, sur la voie publique, et qu'à côté de cela, on va aller embêter telle ou telle association ou mairie qui fait une référence. Quand vous dites ça, vous stigmatisez une religion par rapport à une autre. Non, justement, je fais un constat, je n'ai cité personne. Je dis que parfois, il y a des phénomènes cultuels dans la rue et que ça choque aussi. Et donc, à ce moment-là, il faut arrêter le 2 poids 2 mesures. Et je crois que si on poussait la logique jusqu'au bout, mais à ce moment-là, pourquoi la République a institué comme jour férié Noël, la Toussaint, l'Assomption, autant de fêtes religieuses. Donc je crois qu'il faut raison garder, ne pas faire de polémique excessive et considérer En situation d'état d'urgence, est-ce que c'était le bon moment pour polémiquer sur ces crèches de Noël? Je crois que surtout c'est l'arrivée prochaine de cet événement qui fait que les gens s'y intéressent à nouveau. Et je crois qu'il faut surtout dire, gardons un peu de bon sens, gardons la tête froide. Il n'y a pas péril dans la demeure, effectivement. Et c'est pas parce que, voilà, il y a ce rappel à nos traditions, nos cultures que la République est en danger. Très bien, écoutez, merci beaucoup Jean-Baptiste Lemoyne pour cette réaction. On se retrouve dans quelques instants, Delphine, avec d'autres invités. Merci beaucoup Perrine. Et dans le reste de l'actualité, un comité de suivi de l'état d'urgence a été mis en place hier par les sénateurs. Ce matin, à Place Beauvau, des parlementaires ont également été reçus par Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, pour évoquer cette situation d'état d'urgence. Faustine Saint-Geniès. Réunion au sommet Place Beauvau ce matin. 13 jours après le début de l'état d'urgence, le ministre de l'Intérieur a reçu les députés et sénateurs pour faire le point en temps réel sur les différentes opérations en cours. C'est la première réunion hebdomadaire de ce type, un rendez-vous qui avait été demandé comme condition préalable par les parlementaires avant d'adopter la prorogation de l'état d'urgence la semaine dernière. Le sénateur socialiste Alain Richard était présent. Nous sommes une institution représentant les Français qui contrôle l'exécutif et qui, en même temps, pour beaucoup d'entre nous, est suffisamment proche de l'exécutif, ou l'a été, pour comprendre que contrôler et copiloter, ce n'est pas la même chose. Autre jalon de contrôle de l'état d'urgence, un comité de suivi mis en place au Sénat, avec pour rapporteur le centriste Michel Mercier. Les autres membres doivent être désignés la semaine prochaine. Ce comité devrait mener plusieurs auditions, parmi lesquelles celle du procureur François Molins. Des garde-fous parlementaires se mettent donc peu à peu en place. Depuis le 13 novembre, les forces de l'ordre ont mené plus de 1200 perquisitions en France. Et déjà des voix s'élèvent pour dénoncer des erreurs et des abus. Journée de la dernière chance pour François Hollande en quête d'une coalition élargie pour lutter contre l'État islamique. Ce matin, le chef de l'État a reçu le président du Conseil italien, Matteo Renzi. Il a apporté son soutien à la France et à son offensive diplomatique et militaire contre Daesh en insistant sur la nécessité de régler la situation en Libye. On l'écoute. Nous avons également évoqué avec Matteo Renzi la question des réfugiés. Dimanche, le Conseil européen va se tenir en présence des autorités turques et nous devons là, c'est ce que j'avais également décidé avec la chancelière hier, nous devons là avoir un accord global avec la Turquie pour justement la sécurité des frontières, de toutes les frontières. Quant aux réfugiés, je trouve important que dimanche on puisse faire un point avec la Turquie. Je partage entièrement les considérations du président Hollande. Il est nécessaire d'arriver à un accord global. Et dernière étape du marathon diplomatique pour François Hollande. Il s'envolera ce soir vers Moscou pour rencontrer Vladimir Poutine.
On continue notre multiplex parlementaire avec Perrine Tarnaud, toujours en direct de la salle des conférences du Sénat. Et vous êtes à présent avec le sénateur RDSE Guillaume Arnel. C'est à vous, Perrine. Oui, Guillaume Arnel, bonjour. Vous allez intervenir dans quelques instants dans l'hémicycle du Sénat pour poser une question au gouvernement sur la grande coalition sur la Syrie. François Hollande achève aujourd'hui son marathon diplomatique. Est-ce qu'à votre avis, il va réussir à convaincre ses partenaires à la fois américains et russes? Est-ce que c'est possible tant les points de vue sont différents entre ces deux grands pays? Ah non, c'est tout le mal qu'on lui souhaite, de réussir cette grande coalition. Ma question de tout à l'heure portera éventuellement sur la Turquie, plus particulièrement. Au regard de l'incident qui s'est produit il y a 2 jours, quelle sera l'incidence par rapport à la large coalition s'agissant de la Turquie, de la Russie, avec nos autres alliés? Et est-ce que ça ne risque pas de fragiliser la coalition, puisque dans le combat que nous menons contre Daesh, il y a nécessité d'avoir l'ensemble des partenaires et la coalition la plus large possible pour être la plus efficace possible. Comment vous sentez les choses aujourd'hui? Est-ce qu'à votre avis, cette coalition est menacée par cet incident qui s'est passé entre la Turquie et la Russie? Moi, je pense que les deux grandes puissances, que ce soit la France ou la Russie, ils sont suffisamment intelligents et sauront prendre de la hauteur par rapport à cet incident et feront prévaloir ce qui est dans l'intérêt général et trouveront les voies et les moyens pour aboutir à cette large coalition. Guillaume Arnel, vous faites partie des parlementaires qui ont été reçus ce matin par le ministre de l'Intérieur autour du suivi de l'état d'urgence. Que vous a dit le ministre ce matin? Alors, très précisément, pour le groupe RDSE, j'ai eu le privilège de remplacer le président Mézard, puisque ce matin, c'était les présidents de groupe qui étaient reçus. Et comme j'avais fait l'intervention pour le groupe aussi sur la prolongation de l'état d'urgence, il semblait tout naturel que je sois celui à même d'assister à la réunion. Alors, le ministre de l'Intérieur, a d'abord commencé par clarifier un certain nombre de contre-vérités s'agissant de la prolongation de l'état d'urgence sur les interprétations des différents médias, sur la connaissance ou non sur des informations portant sur comment ça s'appelle? Des abus peut-être autour de ces Pas les abus, mais perquisitions? sur la connaissance qu'on avait sur les kamikazes, etc. Et puis, bien entendu, il a réaffirmé ce qui a pu se passer lors de cet état d'urgence en termes de perquisition, en termes d'armes reçues, en termes de déferment au parquet, etc. Donc pour aussi nous donner la certitude que c'est nécessaire. Vous avez senti le ministre inquiet? Est-ce qu'il a cherché à vous rassurer? Non, le ministre n'est pas inquiet. Et quel va être, vous, votre rôle de parlementaire? Le ministre n'est pas inquiet et il voulait simplement réaffirmer sa volonté d'être le plus transparent possible et offrir aux parlementaires la possibilité d'avoir les vraies informations, puisque c'est ce qui fait défaut aujourd'hui, les interprétations et les informations qui arrivent à droite à gauche. Donc aujourd'hui, M. Cazeneuve était bien dans son rôle, pédagogique comme à son habitude, et il nous a signifié sa volonté de communiquer avec nous autant que faire se peut et autant que de besoin. Reste à l'initiative des parlementaires, soit de le solliciter, ou alors, lui, il fera le chemin inverse. Voilà, et des réunions qui vont se poursuivre, parce qu'il est une chose qui est importante, puisque au bout des 3 mois, soyons-en convaincus, l'état d'urgence va se prolonger, puisqu'on ne sortira pas de l'état de crise. Donc, comment faire évoluer les choses pendant toute cette période-là, en associant les parlementaires, bien entendu. Et dans un sens beaucoup plus large, l'ensemble des élus territoriaux, puisqu'il y a une demande forte exprimée par les élus territoriaux, que les préfets les tiennent informés régulièrement de l'avancée des choses qui se passeront sur leur territoire. Bien entendu, en faisant attention à ne pas distiller ou à ne pas dévoiler des informations qui relèvent de secret défense comme les fichiers S, etc. Merci beaucoup Guillaume Arnel d'être venu à notre micro. Je vais vous laisser rejoindre l'hémicycle du Sénat puisque vous allez poser une question dans quelques minutes. On se retrouve nous après les questions d'actualité ici Delphine. Merci beaucoup Perrine. Et puis à noter dans le reste de l'actualité le décès d'un soldat français des suites de ses blessures. Membre des forces spéciales, son véhicule avait sauté sur une mine au Mali le 13 octobre dernier.
dernier. Et puis après l'échec de la CMP la semaine dernière, le Sénat n'a pas adopté en seconde lecture le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Le rapporteur général a estimé qu'il n'y avait pas lieu de poursuivre la discussion en raison, je cite, du désaccord de fond sur les équilibres généraux du texte. Tout de suite, comme prévu, la séance de questions d'actualité au gouvernement. On part dans l'hémicycle à tout à l'heure. J'allais dire la solidarité, la concision de chacun. La parole est d'abord à notre collègue Louis Nègre pour le groupe Les Républicains et pour 2 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, le terrorisme islamiste a causé le 13 novembre un massacre sans précédent dans notre pays. C'est la France, pour ce qu'elle est, pour son mode de vie, pour son goût pour la liberté, pour la jeunesse qui a été attaquée. Parmi les islamistes qui ont participé au massacre du Bataclan, il y avait Sami Amibour, jeune Français de Drancy et ancien chauffeur de bus à la RATP. Ce dernier, après un premier départ raté pour le Yémen, avait été mis en examen en 2012, placé sous contrôle judiciaire, et ses papiers lui avaient été retirés. Mais il semblerait qu'il ait pu obtenir à nouveau des papiers. Monsieur le Premier ministre, pouvez-vous nous éclairer sur ce point précis? Par ailleurs, nouvelle faille, il ne s'était plus présenté depuis plus de 2 mois au contrôle strict auquel il devait pourtant se soumettre. Il était parti en Syrie et malheureusement, il a pu en revenir sans aucune difficulté pour commettre le massacre du 13 novembre à Paris. Comment tout cela a-t-il été possible? Monsieur le Premier ministre, comment expliquez-vous de tels dysfonctionnements dans les services? Pour vous répondre, la parole est à Monsieur le Premier ministre. Vous avez la parole, Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur, toutes les questions sont légitimes, notamment, bien sûr, de la part des observateurs, des commentateurs, de la représentation nationale et d'abord des familles des victimes. Elles nous interrogent, comme les Français, à chaque fois qu'il y a un événement de ce type. Et ce n'est pas malheureusement la première fois. Comme sans doute beaucoup d'entre vous, il y avait des parlementaires de Paris ce matin, avant l'hommage demain, à des obsèques. Le fils d'Ami, tué sur une terrasse d'un café parisien. C'est l'émotion, la dignité, l'incompréhension, la colère qui dominent et ce sont les sentiments de nos compatriotes. Aujourd'hui, et je vous réponds le plus franchement possible, Monsieur le sénateur, l'action du gouvernement est tournée résolument vers un seul but, en finir avec Daesh. En Syrie, en Irak, nous en avons parlé hier au Parlement, ici même avec Laurent Fabius, et je veux saluer le vote plus que large, et c'est un signe important, du Sénat comme de l'Assemblée nationale pour la poursuite de notre intervention en Syrie. C'est l'action, c'est la traque en France, mais dans une coopération très étroite avec les pays européens, et notamment avec la Belgique, coopération policière, coopération en matière de renseignement, et avec la volonté très forte d'avancer davantage dans le domaine de la coopération. Bernard Cazeneuve a pu rendre compte ici même la semaine dernière des avancées, mais qui doivent se concrétiser au niveau du Conseil Justice Affaires intérieures. Je pense au PNR, je pense au contrôle sur les frontières et à la lutte acharnée contre le trafic d'armes. Et je veux saluer toutes les initiatives du Président de la République qui ont à la fois un objectif pour créer cette coalition internationale. Il est ce soir à Moscou avec le président Poutine, mais aussi pour accroître les moyens de lutte contre le terrorisme. Et puis, au moment où nous parlons, vous n'entendrez aucun mot de ma part qui puisse mettre en cause l'action de la police et de la gendarmerie, des forces de l'ordre, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, qui se sont comportés d'une manière tout à fait extraordinaire au Bataclan ou à Saint-Denis il y a quelques jours. Et je ne mettrai pas en cause non plus les services de renseignement,
qui sont engagés, les Français le savent, dans une tâche extrêmement difficile. Pourquoi? Parce que nous faisons face depuis des mois à un phénomène inédit. Près de 1800 individus, et je ne parle que des Français ou des résidents en France, je ne parle pas uniquement de ce qui se passe en Europe ou en Afrique du Nord, par exemple. Un phénomène inédit, avec cette hydre à deux têtes, à l'extérieur, en Syrie et en Irak, en Libye, ne l'oublions pas, et sur notre territoire, avec des individus déterminés qui nous font la guerre, c'est pour ça que nous faisons la guerre, et qui veulent frapper, qui n'ont aucun sens de la vie, qui veulent frapper notre jeunesse, les Français, notre art de vivre et notre culture. Toutes les questions qui ont été posées et que vous avez posées, Monsieur le Sénateur, trouveront, je n'en doute pas, un seul instant, une réponse dans le travail que le Parlement sera amené à faire. C'est à lui de le décider. Et puis le procureur Molins rencontre régulièrement des avancées de l'enquête. Mais avant de parler de failles, avant de parler d'erreurs, attendons de savoir. Je vous trouve bien catégorique, Monsieur le Sénateur. Attendons de savoir. Tous les éléments de savoir. Mais aujourd'hui, et je vous le dis clairement, la tâche du gouvernement et la tâche de l'État, c'est de rendre coup pour coup. C'est de répondre à l'attaque que nous avons connue. Et c'est d'écraser Daesh et de mettre hors d'état de nuire les terroristes. Mais je sais aussi, et je n'ai cessé de le dire depuis le mois de janvier, que nous courions un risque, qu'il y avait un risque. Et la vérité oblige à dire aux Français que ce risque, il est durable. Car quand on mène une guerre, il faut s'attendre à ce que l'ennemi cherche de nouveau à nous atteindre. Donc c'est un appel au rassemblement, à la vigilance, au sérieux, au sang-froid et à la dignité que j'adresse au-delà de vous aux Français qui doivent pouvoir compter non seulement sur la détermination du gouvernement, mais sur l'engagement de la représentation nationale dans ce qui est une guerre, et cette guerre, ensemble, nous la gagnerons. Merci. Monsieur Nègre. Monsieur le Premier ministre, on sera au moins d'accord sur un point, la lutte contre Daesh. On est d'accord là-dessus. Mais la représentation nationale est en droit de demander au Premier ministre pourquoi quelqu'un qui était fiché, quelqu'un qui se moquait sur Internet, justement des contrôles passoires, ait pu passer à travers les choses. Parce que, vous l'avez dit, qu'on se rassemble, on est d'accord. Mais moi, si demain matin on a un nouvel incident, un nouvel accident terroriste, qu'est-ce qu'on va dire aux parents qui sont en train de déposer plainte? Alors, arrêtons. Ce n'est pas une nouvelle constitution. Ce n'est pas une nouvelle constitution. Ce sont des actes et des résultats. Merci. La parole est maintenant à notre collègue Guillaume Arnell pour le groupe du Rassemblement démocratique social européen. Vous avez la parole pour 2 minutes 30 maximum. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à vous, Monsieur le Premier ministre. Il y a de cela 2 jours, et alors que le Président de la République se trouvait à la Maison-Blanche, l'armée turque abattait un chasseur-bombardier russe en vol au motif qu'il survolait l'espace aérien turc pour se rendre en Syrie. La destruction de cet appareil constitue incontestablement un précédent, en même temps qu'il officialise les tensions déjà alimentées par des désaccords des 2 pays dans l'analyse et la gestion du conflit en Syrie. Dans le même temps, la France est au cœur d'une intense séquence diplomatique visant à transcender les divergences entre les uns et les autres pour constituer une coalition forte et unie contre Daesh. Le chef de l'État a successivement rencontré David Cameron, Barack Obama, Angela Merkel, Matteo Renzi et se trouve en ce moment même au Kremlin. Preuve du rapprochement diplomatique à l'œuvre avec Moscou, ce dont nous nous félicitons, tant la Russie est incontournable pour combattre Daesh et plus largement pour trouver une issue à la question syrienne. Pour nous, tous les acteurs qui ont pour ennemi Daesh et qui comptent dans la région doivent être associés à cette coalition en gestation, y compris le régime syrien en place, mais également l'Iran et la Turquie. Cela semble être désormais aussi la position de la France. Alors, Monsieur le Premier ministre, où en est-on avec la constitution de la coalition anti-Daesh? Pouvez-vous informer la représentation nationale de l'état des discussions avec vos partenaires? A-t-on pris contact avec la Turquie? Y a-t-il un risque que nos efforts se trouvent affaiblis par les tensions récentes entre Turquie et Russie? Monsieur le Premier ministre,
Les divergences bien réelles qui peuvent exister pourront-elles être surmontées rapidement au profit du pragmatisme et du seul objectif prioritaire qui doit nous animer à ce stade, détruire l'État islamique? Pour vous répondre, la parole est à Jean-Marc Todeschini, secrétaire d'État auprès du ministre de la Défense. Vous avez la parole, Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Guillaume Arnel, la France lutte, vous l'avez dit, contre Daesh. Nous l'avons dit et nous le montrons. Mais la France n'est pas seule. Le Président de la République avait souhaité, devant le Congrès à Versailles, une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies. Résolution qui devait marquer la détermination de la communauté internationale à lutter contre le terrorisme. C'est chose faite. Nous saluons l'adoption vendredi à l'unanimité de la résolution 2249 proposée par la France. Elle appelle à l'amplification de la lutte contre Daesh et les groupes affiliés à Al-Qaïda. Il importe, vous l'avez dit et vous avez raison, maintenant que tous les États s'engagent dans ce combat, qu'il s'agisse de l'action militaire, de la recherche de solutions politiques pour déboucher ou de la lutte contre les financements du terrorisme. Au niveau européen, la France a invoqué la clause d'assistance mutuelle prévue à l'article 42.7 du traité de l'Union européenne. Des échanges ont débuté avec des capitales européennes pour préciser l'appui concret que peuvent nous apporter nos partenaires. Sur le plan diplomatique, nous devons convaincre les grandes puissances de redoubler d'efforts et de coopérer davantage pour détruire Daesh. Le Premier ministre britannique, David Cameron, était à Paris lundi. Il présente aujourd'hui devant la Chambre des communes, dont nous espérons qu'elle recevra un large soutien, une stratégie de lutte aussi contre Daesh. Le Président de la République s'est rendu à Washington mardi, accompagné du ministre des Affaires étrangères et du ministre de la Défense, pour rencontrer le président Obama. Il se trouve aujourd'hui à Moscou pour discuter avec Vladimir Poutine. Il s'est également entretenu hier soir avec Angela Merkel, qui a promis que l'Allemagne s'engagerait vite et aux côtés de la France dans la lutte contre Daesh. Des discussions auront également lieu dimanche à Paris avec le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, et puis avec le président chinois. Nous devons poursuivre nos efforts pour une résolution de la crise syrienne. La solution passe par une transition politique rapide et effective, permettant la mise en place des forces syriennes unies contre Daesh. Un processus est engagé à Vienne, sous l'égide des Nations Unies. Là aussi, la France est force de proposition. Nous sommes parvenus à y rallier les Russes et les Iraniens. Il faut maintenant accélérer le processus. Merci. Monsieur Guillaume Arnel. Merci pour vos explications, Monsieur le ministre, mais je reste malgré tout sur ma faim, puisque ma question prioritaire portait sur la Turquie. Qu'en est-il de la Turquie, puisqu'il faut se rendre à l'évidence que la coalition se trouvera fragilisée si ce partenaire n'est pas partie intégrante de cette large coalition. Merci, mon cher collègue. La parole est maintenant à notre collègue Aline Archimbaud pour le groupe écologiste. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, Madame la ministre du Travail et de l'Emploi, la France est en deuil et pleure les victimes des attentats du 13 novembre. En cette période d'épreuve difficile, nous avons le devoir, plus que jamais, de renforcer la cohésion nationale et pour cela, de mettre en œuvre ardemment l'une des devises de la République, la fraternité. Une étude de 2012 mettait déjà en exergue un constat très sombre. Une partie de notre jeunesse est oubliée. 15% des jeunes ne sont ni en études, ni en formation, ni en emploi. Ils sont invisibles. Un peu plus d'1 million sont aujourd'hui dans une situation de très grande pauvreté. Ma question porte particulièrement sur le dispositif Garantie Jeunes. Il s'adresse à ces jeunes-là, déscolarisés, sans emploi, sans formation, souvent très isolés, ayant perdu toute relation sociale, aussi bien en milieu urbain qu'en milieu rural. La garantie jeune est un contrat donnant-donnant. Pendant 1 an, en contrepartie d'une aide financière du montant du RSA, le jeune s'engage à suivre rigoureusement la démarche organisée par une mission locale. Ce contrat repose sur la notion de confiance et de responsabilité. Il s'agit de redonner de l'estime de soi, de réapprendre à vivre dans un collectif et à devenir autonome et capable d'initiative. Au début, un accompagnement collectif intensif de 6 semaines nécessite que le jeune se rende chaque jour de la semaine et toute la journée à diverses activités. De la vie de tous,
Les effets sont très positifs. Madame la ministre, ma question est double. Premièrement, quelles mesures comptez-vous prendre pour que l'ensemble des acteurs associatifs et sociaux connaissent mieux ce dispositif et puissent ainsi mieux repérer les jeunes concernés et les motiver pour entrer dans cette démarche? Quelles mesures énergiques comptez-vous nous prendre pour sensibiliser fortement les entreprises afin qu'elles jouent le jeu et accueillent les jeunes pour les périodes prévues de mise en situation au milieu professionnel? Deuxième question, Madame la Ministre. Ce dispositif concernait 28 000 jeunes sur 72 territoires en septembre 2015. Me confirmez-vous l'engagement du gouvernement de respecter l'objectif annoncé par le président de la République d'avoir 100 000 bénéficiaires de la garantie jeune en 2017? Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est à Madame Myriam El Khomri, ministre du Travail et de l'Emploi. Vous avez la parole, Madame la ministre. Merci, Monsieur le Président, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Aline Archimbaud. Dans votre question, il me paraît important d'expliquer dans quel cadre, dans quelle situation nous sommes face au chômage. Vous l'avez dit, nous avons un défi pour notre économie, c'est sa croissance démographique. Tous les ans, nous avons près de 700 000 départs en retraite, mais nous avons 850 000 entrées sur le marché du travail en moyenne. Et la difficulté, c'est que c'est un chômage de peu ou pas qualifié. Et nous voyons bien que, à côté de la relance de l'apprentissage, à côté des emplois d'avenir, le dispositif de garantie jeune est un dispositif à la fois innovant, mais qui permet réellement d'apporter des résultats. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été conçu comme des boîtes disposées les unes à côté des autres, parce qu'il a été conçu à partir des bénéficiaires. Et c'est bien là toute la réussite de ce dispositif. Concrètement, nous avons, fin de septembre 2015, nous avons près de 28 000 jeunes qui bénéficient de ce dispositif. D'ici la fin de l'année, ce sera 45 000 jeunes. Et l'année prochaine, ils seront 60 000 de plus. Le président de la République l'a rappelé lors de la conférence sociale. La cible est de 100 000 jeunes entrant dans le dispositif chaque année, et ce, dès 2017. Nous avons, pour cela, la garantie jeune sera étendue à tous les territoires volontaires dès début 2016. Concrètement, un appel à candidature a été adressé au préfet en début de ce mois et un courrier a été envoyé à l'ensemble des partenaires, les conseils régionaux, les conseils départementaux. Mon objectif, c'est que la France entière soit couverte en 2017. Et le budget de mon ministère, avec un engagement budgétaire de 123 millions d'euros supplémentaires, porte cette ambition. Je travaille avec Patrick Caner, justement, pour organiser cette importante montée en charge dans l'exigence de ce dispositif. C'est-à-dire que 95% des jeunes qui bénéficient de ce dispositif sont en effet les jeunes qui ne sont pas en formation, qui ne sont pas en emploi et qui ne sont pas étudiants et qui présentent des vulnérabilités qui les exposent à un risque d'exclusion sociale. Bien sûr, ça se fait avec un partenariat, cet écosystème, avec les entreprises, avec les missions locales, bien sûr, avec le service de l'emploi et les collectivités locales sont essentielles. Et j'accélère avec les entreprises, au-delà des conventions que nous avons pu mettre en œuvre pour les mobiliser. Je vous remercie. Simplement, en conclusion, permettez-moi de vous dire qu'il s'agit ici de notre avenir commun. C'est pour cela que nous sommes particulièrement mobilisés. Merci. Madame Archimbaud, pour 15 secondes. Madame la ministre, je vous remercie d'avoir tenu ces objectifs, d'avoir affirmé votre détermination à les tenir. Il y a, je pense là, en effet, pour nous, pour notre République, une exigence majeure. Je vous remercie. La parole est à notre collègue Christian Favier pour le groupe communiste républicain et citoyen pour 2 minutes 30 maximum. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, ma question s'adresse à vous. Mes chers collègues, le Président de la République vient de déclarer avec raison, je cite, que nous devons à nos enfants plus qu'un monde libéré du terrorisme. Plus qu'une phrase, c'est un engagement évidemment que nous partageons. Il nous faut alors passer aux actes, en particulier en faveur de notre jeunesse, et l'aider à se construire un autre avenir. Depuis 2012, des engagements ont été pris, des annonces ont été faites. Les attentes sont fortes pour voir toutes ces promesses se réaliser enfin. Aussi, il est urgent de nous engager réellement aux côtés de toute notre jeunesse en nous délivrant du carcan du pacte de stabilité qui brise son quotidien et ses rêves. Aux côtés du pacte de sécurité, il nous faut engager un pacte de solidarité
qui n'oublie personne, pour investir dans les services publics de l'éducation, mais aussi dans la formation professionnelle et l'emploi. Il nous faut tout autant investir également dans des politiques publiques d'accès au transport, au logement, aux soins, à la culture, à toutes les découvertes du monde. Il est urgent de développer la citoyenneté de tous, de renforcer l'esprit critique, l'engagement de chacun dans une république laïque et fraternelle où tous seront respectés. On le sait, la jeunesse a été au premier rang des victimes frappées par les actes barbares que nous venons de subir. Elle doit devenir réellement notre priorité d'aujourd'hui et de demain. Aussi, Monsieur le Premier ministre, quelle politique publique comptez-vous mettre en œuvre pour que toute la jeunesse, sans aucune discrimination ni stigmatisation, puisse redonner sens à sa vie, reprendre confiance dans son avenir et renouer enfin avec l'espoir d'une vie meilleure? Pour vous répondre, la parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Monsieur Favier, ce que vous dites est juste d'une manière générale. Faire de l'éducation une priorité, s'engager pour la formation, donner un avenir à la jeunesse à travers l'école, l'emploi, la culture, les loisirs, donner du sens tout simplement à l'engagement, et il y a une demande très forte d'engagement de la jeunesse. C'est précisément d'ailleurs d'où sans doute votre question. Cette jeunesse qui a été visée par les terroristes, c'est-à-dire son mode de vie, son envie de s'amuser, de partager un spectacle, un moment de convivialité, de pouvoir vivre tout simplement librement. Et le terrorisme s'attaque à la France parce que nous sommes un peuple libre et que sa jeunesse veut vivre dans la liberté et avec exigence. Mais j'essaierai de vous répondre le plus franchement possible, Monsieur le Sénateur. Oui, bien sûr, il ne faut aucun amalgame. Mais moi, j'ai dans la tête les mots d'un jeune garçon, 2 jours après les attentats, que j'ai rencontré, qui avait reçu une balle dans le bras et qui a vu son ami mourir sur la terrasse de restaurant où ils étaient. Et il m'a dit « Arrêtez avec les discours sur les amalgames. Nous ne faisons pas d'amalgame. » Et moi, je répète ce que j'ai dit hier à l'Assemblée nationale. Ne donnons pas le sentiment, parce qu'il y a des priorités, vous avez raison de les souligner, pour la jeunesse, que parce qu'il y aurait des difficultés dans nos quartiers populaires, parce que la jeunesse n'aurait pas d'avenir, ce n'est pas ce que vous avez dit, bien sûr, mais qu'on pourrait trouver la moindre excuse et la moindre justification à ce qui s'est passé. Non. Parce que sinon, ça voudrait dire qu'un jeune qui est en difficulté, qui a connu l'échec scolaire, qui est par ailleurs un jeune d'origine étrangère, ou de confession ou de culture musulmane, ou qui a été converti parce qu'il y a le poids qui existe de l'islamisme et du salafisme dans les quartiers, ce jeune, automatiquement, parce qu'il connaîtrait ces difficultés, irait directement vers la radicalisation. Non, il faut mener, bien sûr, une lutte implacable contre cette radicalisation. Mais moi, je vous le dis, j'en ai assez de ceux qui cherchent en permanence des excuses et des explications culturelles ou sociologiques à ce qui s'est passé. La priorité à la jeunesse, bien sûr, et c'est celle du gouvernement, mais aucune excuse, aucun d'entre nous ici ne fait le moindre amalgame, et nous distinguons bien. Et en même temps, nous disons qu'il appartient à l'islam de France de se lever et de dire que l'islamisme, le salafisme doivent être combattus par les armes que donne l'état de droit, bien entendu, mais doivent être combattus aussi par l'islam de France sur le plan théologique, sur le plan idéologique et sur le plan culturel. Alors, Monsieur le Sénateur, oui, priorité à la jeunesse, mais aujourd'hui, priorité à remettre partout la République debout. Merci. Monsieur Favier, pour 40 secondes.
Monsieur le Premier ministre, j'espère que vos propos, évidemment, ne s'adressaient pas à nous. Il est très clair, évidemment, que dans notre esprit, il faut combattre le terrorisme jusqu'au bout et combattre Daesh jusqu'au bout. Et de ce point de vue, ma question, évidemment, ne s'adressait pas uniquement aux problèmes qu'on peut rencontrer éventuellement dans les quartiers populaires. Je parlais de la jeunesse, de toute la jeunesse de France, qui aujourd'hui a effectivement besoin d'une politique plus ambitieuse et pas une politique uniquement comptable, si on veut effectivement que demain, elle reprenne évidemment l'espoir. Et en tout cas, de mon point de vue, il est très clair que nous voulons effectivement aussi mobiliser toute cette jeunesse dans la lutte contre le terrorisme, mais aussi pour qu'elle puisse construire aussi son avenir ici dans notre pays et défendre les valeurs de la République. Merci. La parole est à notre collègue Michel Boutant pour le groupe socialiste et républicain. Et pour 2 minutes, je demande à chacun d'être attentif. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre, Monsieur Manuel Valls. Les événements tragiques qui ont touché la nation le vendredi 13 puis le mercredi 18 novembre soulèvent, comme à chaque attentat, une myriade de questions légitimes et, entre autres, questions sur l'efficacité et le bon format de nos services de sécurité. Malheureusement, des commentaires parfois peu ou mal informés ou des mises en cause malveillantes ont pu être entendus ces derniers jours. Vous permettrez aux membres de la délégation parlementaire au renseignement et la Commission nationale de contrôle technique de renseignement que je suis de saluer ici le travail de très grande qualité de nos équipes, où qu'elles se trouvent dans le monde. Le renseignement est un travail exigeant et patient, pratiqué par nos services dans des conditions souvent difficiles, au service de nos concitoyens et de leur intégrité, au service des intérêts fondamentaux de notre pays et de leur protection. Depuis la déclaration de l'état d'urgence par le Président de la République, plus de 1600 perquisitions administratives ont été menées, conduisant à 165 interpellations et à la saisie de près de 230 armes. L'efficacité de l'action des forces de l'ordre, illustrée par ces chiffres, découle de la qualité du renseignement que les services ont pu récolter. Qu'ils ont pu récolter soit au niveau technique, soit au niveau humain. Et ma question, Monsieur le Premier ministre, porte précisément sur les 5000 emplois de policiers et gendarmes qui ont été annoncés. Et je souhaitais tout particulièrement vous interroger sur leur répartition envisagée entre les services de ces nouveaux moyens humains qui ont été, une fois de plus, annoncés. Merci. Pour vous répondre, la parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le sénateur Michel Boutant, oui, nous avons pris, le Président de la République notamment, des engagements forts qui doivent permettre de continuer de renforcer les effectifs et les moyens matériels de l'ensemble des services qui participent à la sécurité dans notre pays, et pas seulement la police et la gendarmerie. Question des renseignements, des services de renseignement, le sénateur Louis Nègre l'évoquait aussi, et évidemment crucial dans la lutte contre le terrorisme. Nous avions d'ailleurs tiré tous les enseignements grâce au travail du Parlement, et je fais référence notamment, mais pas seulement, aux travaux de l'Assemblée ou du Sénat. Nous avions tiré les enseignements de ce qui s'était passé à Toulouse et à Montauban, avec la création de la Direction générale de la sécurité intérieure, la volonté aussi de remettre sur pied un véritable renseignement territorial, parce qu'il est essentiel dans ces moments-là de pouvoir capter les signaux faibles, comme on l'explique dans notre société. C'est le travail des services territoriaux, police et gendarmerie. À la suite des attentats du mois de janvier, nous avions déjà décidé de renforcer notre dispositif de lutte contre le terrorisme avec des créations de postes importants, 2680 entre 2015 et 2017, en faveur de nos forces de sécurité, 1400 postes, de la justice, de la défense ou encore des douanes, avec cette poursuite, cet approfondissement des moyens pour les renseignements, car il ne suffit pas qu'il y ait des policiers, mais il faut aussi des hackers, il faut des spécialistes des nouvelles technologies de la communication sur les réseaux sociaux, ceux qui, au fond, font face aux nouvelles formes qu'utilise le terrorisme pour nous attaquer. Ces créations d'effectifs se sont accompagnées de moyens supplémentaires en investissement et en équipement. Je veux le rappeler, 425 millions d'euros de crédits en plus. À la suite des attentats du 13 novembre,
Conformément aux décisions du Président de la République, les services dont je viens de parler, police, gendarmerie, justice, douane, vous l'avez rappelé, seront encore renforcés de 8 500 postes supplémentaires sur 2016 et 2017. Et concernant le renforcement de nos forces de sécurité et celui de la justice, le gouvernement a d'ores et déjà déposé ce matin 2 amendements devant votre Assemblée. Un 3e amendement sera déposé pour les douanes d'ici la fin de la semaine. Sans entrer maintenant dans le détail, et comme vous le savez, nous réunirons tous les 15 jours à Matignon les présidents des assemblées, les présidents des commissions concernées et les présidents des groupes pour donner des informations précises dans la lutte contre le terrorisme sur le territoire national comme dans nos interventions extérieures. Et toutes les semaines, tous les 15 jours, en alternance avec cette réunion à Matignon, le ministre de l'Intérieur rencontrera aussi les responsables des groupes qui suivent plus particulièrement les questions de sécurité. Il pourra répondre dans le détail à votre question. Et puis, bien sûr, le Parlement exerce son contrôle sur la mise en œuvre de l'état d'urgence. Mais sans rentrer dans le détail, ces renforts iront bien sûr en priorité aux forces de sécurité intérieure, police, gendarmerie, sécurité civile, qui bénéficieront de 5 000 créations de postes sur 2 ans et de moyens nouveaux, car c'est tout à fait essentiel, en équipement et en investissement. La justice, je veux le souligner, bénéficiera de 2 500 postes, ce qui portera à plus de 6 100 le nombre de créations nettes depuis 2012. Et la consolidation du pôle antiterroriste de Paris est pour nous une priorité, comme celle de l'administration pénitentiaire et de la lutte contre la radicalisation en prison. Vous aurez donc à discuter ces 3 amendements dans le cadre des débats sur le budget pour 2016. Et puis je veux dire encore que nous assurerons les moyens nécessaires et adaptés à nos services de renseignement et à nos forces armées. 2 amendements du gouvernement devraient être déposés d'ici la fin de la semaine en ce sens. Je sais, monsieur le sénateur Boutan, qu'en tant que membre de la délégation parlementaire au renseignement que préside avec efficacité et discrétion le Premier ministre Jean-Pierre Raffarin, vous serez particulièrement attentif à cette décision et à cet effort. Le gouvernement associera pleinement le Parlement et notamment la délégation, parce que nous savons que sur ces questions-là, il faut faire front ensemble. Merci. La parole est à notre collègue Jean-Marc Gabouty pour le groupe Union des démocrates et indépendants, Union centriste. Vous avez la parole pour 2 minutes. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, ma question s'adresse à Monsieur le ministre des Affaires étrangères. Monsieur le ministre, l'Occident n'a peut-être pas encore tiré toutes les leçons de ses interventions calamiteuses en Irak et en Libye. Nous cultivons, semble-t-il, une véritable obsession pour remplacer des régimes autoritaires et dictatures militaires par au mieux le chaos et au pire des dictatures religieuses. Les pays occidentaux et la France en particulier ont très largement diabolisé Bachar el-Assad et son régime. Régime qui a quand même l'avantage d'être laïque et protecteur de certaines minorités qui nous sont chères. Nous nous sommes par contre très peu interrogés sur les ambiguïtés, et le mot est faible, des agissements et des objectifs de certains pays de la région, comme la Turquie, l'Arabie saoudite ou le Qatar. Hier, le Sénat a approuvé à l'unanimité le prolongement de l'intervention de nos forces aériennes en Syrie. Mais vous le savez, la victoire sur Daesh nécessite une intervention lourde au sol. Sur qui pouvons-nous compter dans cet engagement terrestre? On ne peut pas uniquement s'appuyer sur un ensemble hétéroclite de groupes rebelles allant des modérés jusqu'aux plus extrémistes des salafistes proches d'Al-Qaïda. Il reste heureusement les Kurdes, mais aux ambitions territoriales limitées, et l'armée régulière syrienne, affaiblie, mais soutenue par la Russie et l'Iran, pays que nous devons aujourd'hui considérer comme des partenaires majeurs dans les solutions militaires et politiques à mettre en œuvre. Ces constats m'amènent à formuler 2 questions. Quelles forces armées pourraient intervenir au sol pour reconquérir le territoire occupé par Daesh? Et quel pourrait être, selon vous, le périmètre de la réconciliation civile en Syrie que le ministre des Affaires étrangères a évoqué hier dans cet hémicycle? Pour vous répondre, la parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le sénateur, vous avez eu ce débat hier et je ne doute pas que nous le poursuivrons. Le président de la République aura l'occasion, bien sûr, de rendre compte, de faire le bilan, que nous espérons tous efficace, après les nombreuses initiatives qui ont été les siennes. Et je veux insister sur ce qui était rappelé par le ministre des Affaires étrangères ici même ou par moi à l'Assemblée nationale, à l'occasion de ce débat important. La donne a changé, malheureusement. Elle a changé le 13 novembre dernier avec les attentats sur Paris.
La donne a changé aussi, puisque les Russes, au lendemain des attentats qui nous ont frappés, ont constaté qu'il s'agissait bien d'un attentat revendiqué d'ailleurs par Daesh, qui avait fait exploser un avion d'une compagnie russe sur le Sinaï. C'est ça qui a profondément changé, qui a changé sans doute l'attitude, toujours été très solidaire, mais en matière de coopération et d'échange d'informations, nous sommes enfin allés plus loin avec les Américains pour nos frappes en Syrie comme en Irak. Les choses ont changé pour ce qui concerne les Russes, mais laissons le président de la République et Vladimir Poutine en parler ce soir à Moscou, puisque une résolution voulue par la France a été votée à l'unanimité par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Il faut maintenant évidemment qu'il y ait des actes qui suivent. Et l'objectif du président de la République, en cela il n'y a pas de changement, c'est de détruire Daesh. La France n'a jamais frappé au cours de ces derniers mois ou de ces 2 dernières années le régime syrien. Nous n'avons fait que frapper Daesh depuis 1 an dans le cadre d'une coalition engagée en Irak et depuis quelques semaines, vous le savez, et nous avons intensifié ces frappes ces derniers jours, en Syrie. Il faut réunir une coalition sans exclusive, sans réanimer, et pourtant elles sont déjà là ces fractures, les fractures entre chiites et sunnites, parce que c'est quand même une des clés de compréhension. Et il serait extrêmement dommageable, ce serait une erreur pour la suite, que de nous appuyer uniquement sur un axe chiite ou sur un axe Moscou, Bagdad, Téhéran. Ça serait une erreur, pas du tout ce que vous proposez, mais une erreur tout à fait fondamentale. Quant à l'idée, par exemple, vous ne l'avez pas évoqué, mais de combattre au sol ou de s'allier, par exemple, avec le Hezbollah, ça mérite tout de même un tout petit peu, me semble-t-il, de réflexion. Donc il faut que tout le monde, et là vous avez parfaitement raison, clarifie ses objectifs. Et c'est pour ça que dans cette coalition, comme c'est le cas en Irak, et je vous rappelle qu'en Irak, il n'y a pas les Russes, comme c'est le cas en Irak, où nous obtenons, même si c'est très difficile, et ça le restera, des résultats, puisque là, il y a des frappes, et que sur le sol, il y a des troupes qui agissent, les troupes irakiennes, les milices chiites, et les valeureux combattants kurdes, avec des reprises de villes qui ont coupé les axes stratégiques entre Mossoul et Raqqa. Il faut continuer. Et ça sera pareil en Syrie. Si nous voulons être efficaces, il faut qu'il y ait, en effet, de la part de l'opposition modérée, des Kurdes, de tous ceux qui s'engageront, mais pas la France, car il ne s'agit pas de reproduire les mêmes erreurs qui ont été reproduites en Libye ou en Irak. Oui, il faut qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, que tous les pays, et donc y compris la Turquie, disent bien que l'objectif, c'est Daesh. C'est la condition sine qua non pour réussir cette guerre, sortir des ambiguïtés, rentrer dans une coalition, dans une coordination, avec ce seul objectif, détruire Daesh. Monsieur Gabouty. N'utilisez pas, vous avez 13 secondes. Monsieur le Premier ministre, je vous remercie de cette réponse, car effectivement, il doit y avoir une cohérence entre l'intervention militaire et la solution politique qui suivra. L'une conditionne l'autre. Et bien entendu, lorsqu'on parle de réconciliation dans un pays, on ne peut réconcilier que des gens qui sont aujourd'hui opposés. Donc il y a un effort à faire dans ce domaine. La parole est maintenant à notre collègue Alain Chatillon pour le groupe Les Républicains. Vous avez la parole, mon cher collègue, et pour 2 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, chers collègues, le Président de la République a indiqué qu'il ne convenait pas de sacrifier le pacte de sécurité au pacte de stabilité. Monsieur le ministre Sapin, j'aimerais savoir pourquoi il y aurait un risque de ce côté-là, puisque d'après vos services, le coût d'investissement s'élève à 600 millions d'euros par an pour l'année 2016, et que par ailleurs, le détail qui a été fait nous montre à l'évidence que ça représente à peu près 0,06% du PIB en coût et 0,15% des charges de l'État. Donc, Monsieur le ministre des Finances, j'aimerais avoir votre réponse. Pour vous répondre, la parole est à Monsieur Michel Sapin, ministre des Finances. Vous avez la parole et pour 2 minutes. Merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs et sénatrices. Monsieur le sénateur Alain Chatillon, vous avez été bref dans votre question, à juste titre, je serai bref dans ma réponse. Parce que le Président de la République a parlé fortement des moyens nécessaires pour assumer nos responsabilités dans la lutte contre Daesh,
à l'extérieur, contre le terrorisme à l'intérieur. Le Premier ministre a redit, il vient de le faire encore, que nous aurions besoin de moyens supplémentaires, en plus de ceux qui ont déjà été attribués cette année. Je vous rappelle qu'au début de cette année, après les attentats dits de Charlie, nous avons mis en place pour près d'1 milliard de dépenses supplémentaires qui ont été entièrement compensées par un certain nombre d'économies. Il est donc possible, nécessaire, de mobiliser les moyens pour plus de policiers, plus de gendarmes, une justice plus efficace et plus protégée, et aussi des douaniers, et aussi des moyens dans le renseignement, sans pour autant mettre en cause la responsabilité budgétaire qui est évidemment celle que nous devons assumer. La responsabilité politique, la lutte contre le terrorisme n'est pas antinomique de la responsabilité budgétaire dont j'ai aujourd'hui la charge. Et c'est la raison pour laquelle, avec les amendements et après les amendements qui ont été déposés, je ferai des propositions devant votre Assemblée, puisque le budget est en cours de discussion devant votre Assemblée, pour faire en sorte que nos objectifs de baisse de déficit, nos objectifs de maîtrise de la dette soient bien entendu maintenus et réparent ainsi les dégâts que votre majorité a causés il n'y a pas si longtemps. Monsieur Chatillon, pour répliquer. Monsieur le ministre, vous savez qu'ici, nous sommes toujours dans un souci d'équilibre, d'équité, mais aussi de faire en sorte que les choses se passent bien. Alors, simplement 2 questions, ou plutôt 2 réflexions. Aujourd'hui, la dette de l'État, c'est plus de 2000 milliards, et vous le savez comme moi. Vous savez que nous perdons chaque seconde 2350 € chaque seconde. Ne l'oubliez pas. Et en même temps, si j'ai 2 suggestions à formuler, la première, c'est peut-être de dire arrêtons les contraintes que l'on impose à ceux qui créent, à ceux qui fondent l'emploi. Faisons en sorte que nous limitions les contraintes que l'on impose aux agriculteurs, aux commerçants, aux artisans, aux professions libérales, les notaires, les médecins, tout cela. Arrêtons, il y a trop de mesures qui s'imposent. Et la deuxième, c'est que peut-être l'État, et je pense que vous serez tous d'accord avec moi, s'impose les contraintes qu'il nous impose à nous, dans les collectivités territoriales, l'équilibre des budgets en fin d'année. Merci. La parole est à Madame la Présidente Michèle André pour le groupe socialiste et républicain. Monsieur le Président, merci. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse au ministre Michel Sapin. Après les terribles événements du 13 novembre dernier, il est de notre devoir de poursuivre la mise en œuvre de mesures pour lutter contre le terrorisme au-delà de celles qui relèvent de l'état d'urgence. Il faut protéger les populations, renforcer nos services de renseignement et je vous informe que la Commission des finances a adopté autour de midi les amendements que nous avions reçus et qui complètent la mission sécurité, adoptés de ce fait à l'unanimité. Il faut donc aussi nous rappeler qu'un des moyens les plus sûrs d'empêcher les terroristes d'agir est de couper leurs sources de financement. Les recettes de Daesh, fruits de l'exploitation pétrolière, du renseignement des populations, du pillage des antiquités, atteindraient 3 milliards de dollars par an. Pour repérer les flux et tarir les sources, une coopération internationale est indispensable dans laquelle chaque pays doit prendre d'urgence ses responsabilités. Ainsi, en France, où les liens entre financement du grand banditisme et du terrorisme sont établis, beaucoup de mesures ont déjà été prises ces derniers mois, notamment dans le cadre du plan de lutte contre le financement du terrorisme annoncé en mars dernier. Parmi ces mesures qu'il faut aujourd'hui saluer, on peut citer l'abaissement de 3 000 à 1 000 € du plafond des paiements en espèces, signalement à Tracfin de tout dépôt ou retrait d'espèces supérieur à 1 000 €, et j'en donnerai d'autres exemples, mais le temps va me manquer. On le voit, la cellule anti-blanchiment Tracfin est au cœur de ce combat. Pourtant, l'enjeu est un peu particulier. Contrairement à la grande délinquance financière en col blanc, le financement du terrorisme se caractérise par l'emploi de petites sommes difficiles à repérer. Il s'agit d'acheter une arme, louer une voiture, trouver une cache, etc. Les petits ruisseaux font les grandes rivières. À cet égard, plusieurs pistes sont évoquées pour permettre à Tracfin de détecter ces signaux faibles. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous fournir les éléments sur les mesures nouvelles que le gouvernement entend mettre en œuvre en ce sens dans les jours qui viennent? Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est au ministre des Finances. Vous avez la parole, monsieur. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs et sénatrices. Madame la Présidente Michèle André, il est un service de renseignement qui est peut-être moins connu que d'autres. Tracfin, vous y avez fait allusion, qui a été mis en place il y a de cela
une vingtaine d'années et qui a pour mission, vous le savez les uns et les autres, de repérer les mouvements d'argent qui peuvent être des mouvements contraires à la probité, contraires à l'honnêteté, dans quelque domaine que ce soit. Depuis quelques mois, nous avons demandé à Tracfin de mobiliser ses forces, son intelligence, sa capacité d'innovation pour lutter contre le financement du terrorisme. Il faut repérer, et vous avez eu raison, non seulement des mouvements importants de sommes qui pourraient aller par exemple vers Daesh pour financer Daesh, qui pourrait être la contrepartie d'un trafic d'antiquités. Je rends attentifs les uns et les autres ici. Le trafic de pétrole, il a lieu dans la région, sur place. Le trafic d'antiquités, il a lieu avec des pays développés, avec des gens éclairés qui doivent se poser la question aussi de l'origine de ces œuvres d'art et des conséquences de leur achat et du financement par la même direct de Daesh. Mais il faut aussi lutter contre des petites sommes, des petits mouvements d'argent. C'est plus difficile parce que ça oblige de mettre un certain nombre de contraintes. Nous avons décidé de baisser de 3 000 à 1 000 euros le maximum payable en cash. Parce que beaucoup utilisaient dans ces petits groupes de terroristes ce cash pour se financer. Nous avons décidé, et nous allons le faire, de lutter contre ces cartes prépayées que peut-être les uns et les autres vous ne connaissiez pas. Ces cartes prépayées qui sont totalement anonymes, on les achète anonymement, on les utilise anonymement. Elles ont été utilisées, ces cartes prépayées, au cours des derniers attentats qui ont commis les dégâts terribles que vous connaissez. Il faut donc réglementer, il faut réguler et Tracfin doit avoir les moyens pour cela. Nous avons déjà renforcé les moyens cette année, nous continuerons à les renforcer dans le cadre des moyens supplémentaires en 2016 et je vous remercie d'apporter ainsi votre appui à ce beau service, ce grand service qui est utile à la République. La parole est à notre collègue Claude Kern. Pour le groupe Union des démocrates et indépendants, Union centriste. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement. Monsieur le Premier ministre, les heures tragiques que nous traversons nécessitent de faire front commun contre la barbarie. Ce front commun, nous l'avons acté symboliquement et juridiquement. Dans une situation exceptionnelle comme celle-ci, chaque citoyen est responsable, chaque acteur de la vie publique est un relais de poids, notamment les maires qui sont aux avant-postes de la République. Souhaitant prendre toute leur part aux mesures liées à l'état d'urgence, ils s'interrogent sur l'absence d'obligation de déclaration de changement de domicile. Une déclaration domiciliaire dont l'intérêt est pourtant largement reconnu, puisqu'elle est obligatoire dans la plupart des pays d'Europe. Un tel dispositif a d'ailleurs été institué en Alsace-Moselle par les ordonnances de 1883. Bien qu'elle soit, au fil du temps, tombée en désuétude, nombreux sont les maires à témoigner de l'utilité de cette mesure pour de multiples formalités administratives. Il va sans dire que, compte tenu du contexte, cette obligation contribuerait au renforcement de la sécurité sur notre territoire. Or, des doutes majeurs existent quant à la compatibilité de l'instauration sur l'ensemble du territoire national de l'obligation de déclaration de domicile et de la tenue d'un registre de domiciliation avec le principe constitutionnel de liberté d'aller et de venir et avec la loi de 1978. Sans basculer dans le tout sécuritaire, il faudrait pourtant avancer sur cette question pour garantir les meilleurs droits à nos concitoyens. Aussi, Monsieur le Premier ministre, nous souhaitons savoir, au nom de l'ensemble des maires, si le gouvernement serait prêt à mettre en place une telle obligation et à engager une réforme constitutionnelle de nature à permettre la création de ce fichier domiciliaire. Il en va de la sécurité de notre pays. Pour vous répondre, la parole est à Madame Clotilde Walter, secrétaire d'État en charge de la réforme de l'État. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Claude Kern. Je vous remercie de votre proposition, de la proposition que vous formulez ici. Vous proposez de créer une obligation de domiciliation auprès des services de la commune. C'est une question qui a déjà été débattue l'année dernière dans le cadre d'une proposition de loi proposée par la députée Virginie Duby-Muller. C'est une question récurrente. De façon générale, les personnes nouvellement arrivées dans une commune ne sont pas assujetties à l'obligation de déclarer en mairie leur nouveau domicile. Ils sont simplement appelés à le faire spontanément pour les formalités administratives, notamment pour les démarches d'inscription sur les listes électorales. Mais il n'y a pas d'obligation. Le décret du 31 décembre 1947 qui a imposé cette déclaration aux ressortissants étrangers a été abrogé en 2006.
Vous évoquez les dispositions particulières qui sont applicables en Alsace-Moselle, mais je voudrais souligner que leur non-respect n'est pas sanctionné aujourd'hui. Vous proposez d'étendre cette obligation à l'ensemble du territoire. Cette proposition, je regrette de devoir vous le dire et de vous l'expliquer, soulève plus de difficultés qu'elle n'en résout. Tout d'abord, instaurer une obligation de déclaration appelle une attention particulière, vous l'avez vous-même souligné, au regard des contraintes de constitutionnalité, puisqu'il s'agit, à travers cet élément que vous proposez, de traiter des données personnelles. Et comme l'a rappelé le Conseil constitutionnel, il n'est pas possible de s'engager dans cette démarche. De la même façon, la création d'un fichier sans finalité précise établie dans chaque commune soulève également une difficulté sérieuse au regard de ces principes constitutionnels, au regard de la liberté d'aller et de venir. Je suis donc au regret, monsieur le sénateur, malgré les propositions que vous faites, de devoir vous opposer dans le cadre constitutionnel nos principes fondamentaux, mais nous poursuivrons et nous pourrons poursuivre la réflexion dans les mois à venir sur ces questions. Je vous remercie. Monsieur Kern, pour un bref moment. Madame la ministre, je dois vous exprimer ma profonde incompréhension face à cette position qui semble malheureusement s'être figée depuis plusieurs années. Je regrette l'absence de signes d'ouverture de votre part, alors même qu'il y a sans aucun doute ici une mesure fondamentale dans le cadre de l'état d'urgence. Je regrette également l'absence de vision et de courage politique. Vous annoncez des réformes constitutionnelles sans besoin manifeste et vous déclinez une opportunité de faire évoluer notre droit suprême au détriment de la sécurité de nos concitoyens. Où est la logique? Il faut conclure. Voilà, merci. La parole est à notre collègue Jacky Desromédy pour le groupe Les Républicains. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre des Affaires étrangères et du Développement international. Monsieur le ministre, la France est mise à rude épreuve. Les Français ont été touchés dans leur chair comme rarement ils l'ont été. Le conflit est planétaire. Les Français sont partout en danger. Les Français établis hors de France nous font part de leur inquiétude grandissante. Partout dans le monde, ils deviennent des cibles désignées. Nous avons 2,5 millions d'expatriés français dans le monde. Le récent attentat au Mali dans un hôtel où séjournait l'équipage français d'Air France nous le rappelle. Les Français expatriés se sentent abandonnés. Nos conseillers consulaires ne sont pas soutenus alors qu'eux doivent rassurer. Le remplacement de nombreuses ambassades par des simples postes de présence diplomatique leur donne le sentiment que leur pays ne veille pas sur eux comme il se doit. 13 ambassades ont été supprimées entre 2013 et 2015. 12 le seront entre 2015 et 2017. En tout, environ 10 000 expatriés sont directement concernés. Ces représentations françaises ne sont plus dotées que d'un effectif réduit au plus strict minimum. Aucun service de sécurité, comme c'est le cas dans tous les pays où subsistent de vraies ambassades. En cas d'événement tragique, ils se retrouveront en première ligne, seuls face au danger. Ne pensez-vous pas qu'après les mesures exceptionnelles proposées aux métropolitains, le gouvernement devrait reconsidérer sa politique de fermeture des ambassades, qui sont un élément essentiel de sécurité de nos ressortissants? Qui gérera, Monsieur le ministre, la sécurité de nos compatriotes expatriés, ainsi que celle des touristes et hommes d'affaires français de passage dans ces pays, là où ne subsisteraient que des postes de présence diplomatique? Pour vous répondre, la parole est à Madame Clotilde Walter, secrétaire d'État en charge de la réforme de l'État. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice. Oui, la sécurité des millions de Français qui vivent à l'étranger est un sujet majeur. Nos concitoyens qui vivent à l'étranger sont, comme nous tous, éprouvés par la tragédie qui a touché la France le 13 novembre dernier. Ils ont été très nombreux à manifester leur peine dans les ambassades et ils ont participé au deuil national. Dans ces circonstances exceptionnelles, le gouvernement est pleinement engagé pour assurer la sécurité des Français, de tous les Français. La situation des Français établis hors de France est bien sûr particulière et le risque variable en fonction des pays, mais partout les services de l'État sont mobilisés. La réaction du ministère des Affaires étrangères et du Développement international a été extrêmement rapide. Dès la nuit des attentats, des implantations françaises à l'étranger ont été immédiatement placées en état de vigilance et de protection maximale. Les autorités locales ont été sollicitées et elles ont répondu.
Il a d'ailleurs été décidé d'annuler tous les événements publics et de fermer les instituts français, les alliances françaises et les centres culturels d'une quarantaine de postes jusqu'au 17 novembre. En revanche, les établissements scolaires, hormis ceux de Tunisie et de Bruxelles, ont rouvert dès le lundi 15 novembre. Je peux vous assurer que nous suivons avec attention l'état du risque pour adapter en permanence les mesures de protection de nos ressortissants et de nos implantations. Madame la sénatrice, la sécurité est l'affaire de tous. Le respect par chacun des mesures souvent simples de bon sens participe à la sécurité de tous. L'inscription au registre pour les Français établis à l'étranger et sur Ariane pour les voyageurs sont indispensables pour agir efficacement en temps de crise. Je vous remercie. Madame de Romédy, pour 15 secondes. Les Français expatriés hors de France sont, comme vous le leur dites quand vous venez les voir à l'étranger, les ambassadeurs de la France à l'étranger. Notre pays leur doit, comme c'est le cas pour les métropolitains, des mesures exceptionnelles. Un moratoire sur la suppression des ambassades devrait faire partie de ces mesures. L'impératif de sécurité est absolu pour tous les Français. La parole est à notre collègue Roland Courteau pour le groupe socialiste et républicain et pour 2 minutes. Madame la secrétaire d'État chargée des droits des femmes. Harcèlement, mariage forcé, violence à l'égard des femmes, violence conjugale. Combien sont-elles à périr sous les coups de leurs conjoints, concubins ou partenaires pacsés? Combien sont-elles ces femmes à souffrir de ce mal d'un autre âge? Combien d'enfants victimes collatérales seront marqués à vie? Trop longtemps, ce mal fut sous-estimé, minimisé. Trop longtemps, il fut considéré comme tabou. La loi du 4 avril 2006 que nous avons initiée ici, les lois de 2010, de 2012, de 2014, ont permis de mieux prévenir ces violences, de mieux protéger les victimes, de mieux sanctionner les auteurs et de mieux lutter contre ce phénomène massif qui touche des femmes de tous âges, de tous milieux, de toutes origines. Les tabous commencent donc à tomber. Le voile du silence commence à se déchirer. C'est bien la preuve qu'une action volontariste permet de lutter contre ce fléau. Mais il reste tant à faire. On aurait pu penser qu'en ce début du XXIe siècle, les stéréotypes sexistes seraient de l'histoire ancienne. On aurait pu penser que les violences à l'égard des femmes ne seraient que de mauvais souvenirs. Les lois ne peuvent pas tout, c'est vrai. Mais elles permettent pourtant de devancer les mentalités et d'en accélérer les évolutions. Mais elles doivent aussi être relayées par d'autres dynamiques pour faire changer certains schémas profondément ancrés dans les mentalités. Comment donc ne pas apprécier que la lutte contre ce mal de notre âge soit l'une de vos principales priorités, Madame la secrétaire d'État? Dès lors, au lendemain du 25 novembre, qui fut aussi déclarée à l'initiative du Sénat, journée nationale de sensibilisation aux violences faites aux femmes, quelles sont vos priorités d'action spécifiques pour 2016? Je vous remercie. Pour vous répondre et en 2 minutes, Madame Pascale Boitard, secrétaire d'État en charge du droit des femmes. Merci Monsieur le Président, Mesdames les sénatrices, Mesdames les sénateurs, Monsieur le sénateur Roland Courteau. Je veux d'abord saluer votre engagement contre les violences faites aux femmes et en particulier dans le travail que vous faites dans les établissements scolaires de votre circonscription. Parler de violence, les condamner est essentiel, et notamment auprès des plus jeunes qui peuvent aussi être des témoins, des victimes de ces violences. Et vous l'avez rappelé, ce sujet est encore tabou. Mais pour y répondre, il faut que la société accepte d'entendre ces violences insupportables. C'est pour cela que j'ai lancé une nouvelle campagne pour mieux faire connaître le 3919, numéro d'écoute anonyme et gratuit contre toutes les formes de violence. Il faut le dire avec force, la culpabilité ne doit pas peser sur les femmes, mais bien sur les agresseurs. Et rien ne justifie les violences psychologiques, physiques ou sexuelles. La manière dont une femme se comporte, dont elle s'habille, ne peut en aucun cas expliquer un viol, une agression. Que ces violences aient lieu dans l'espace public ou dans le foyer, nous devons les condamner fermement et y apporter une réponse. Pour ne citer que quelques dispositifs, 400 téléphones grand danger sont déployés, 300 lieux d'accueil de jour ont été créés, 241 intervenants sociaux travaillent dans les commissariats et brigades de gendarmerie pour améliorer l'accueil des victimes. Et nos priorités pour 2016,
renforcer la lutte contre le viol, développer les formations pour les professionnels, notamment contre les violences qui sont insuffisamment dénoncées, lesbophobie, prostitution ou encore les violences faites aux femmes handicapées, améliorer la prise en compte de l'impact des violences dans le couple sur les enfants, et le gouvernement agit pour que la lutte contre les violences faites aux femmes change d'échelle. Des dispositifs existent, il faut les renforcer, mais il faut que chacun et chacune se mobilise pour les faire connaître davantage et regarder sur le terrain si tout cela est bien appliqué. Nous éveillons, mais nous avons aussi besoin de vous, Monsieur le Sénateur, Mesdames et Messieurs les sénateurs et sénatrices. Merci. La parole est à François Comègne pour le groupe Les Républicains. Vous avez la parole, mon cher collègue. Madame la secrétaire d'État chargée de la réforme de l'État et de la simplification, le vendredi 13 novembre, je recevais un courrier de Monsieur le ministre de l'Intérieur à ma demande de créer une nouvelle zone de défense et de sécurité dévolue à la future région Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées. Monsieur Cazeneuve me répondait par la négative. Pourtant, la création de la nouvelle région Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées doit permettre de créer une nouvelle zone de défense et de sécurité. Considérant l'importance de rapprocher l'action sécuritaire des réalités du terrain et l'équité territoriale, considérant qu'au-delà des compétences, les élus se sentent responsables de la sécurité des administrés, considérant les conclusions du rapport Blasi et l'impératif de coproduction communale, intercommunale et police nationale en matière de politique publique de sécurité, la mise en corrélation de l'échelon régional s'impose. On ne peut priver une région vaste comme l'Autriche ou le Benelux d'un commandement sécuritaire spécifique. Territorialiser l'action sécuritaire pour répondre aux attentes des citoyens ne peut se réduire à un recours supplémentaire aux polices municipales. Les budgets des collectivités locales ne le permettent plus, alors que la réforme territoriale a amené une remise en question d'ampleur des périmètres et des compétences de nos collectivités. L'État peut et doit accompagner cet effort sur la dimension sécuritaire en redéfinissant la carte des zones de défense et de sécurité. Madame la ministre, je souhaite donc connaître les intentions du gouvernement en la matière. Pour vous répondre, la parole est à Madame Clotilde Valter, secrétaire d'État en charge de la réforme de l'État. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur, je vous prie d'abord de vouloir bien excuser l'absence du ministre de l'Intérieur qui est retenu par les obsèques d'une victime des attentats de Paris. Vous m'interrogez sur la création d'une zone de défense et de sécurité Sud-Pyrénées correspondant au périmètre de la région Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées. Aujourd'hui, la France métropolitaine compte 7 zones de défense et de sécurité. Il ne s'agit pas d'échelons opérationnels de sécurité, mais d'échelons de mutualisation de moyens. C'est un échelon essentiel de soutien aux préfets de département, donc en proximité, dans la gestion locale des crises et en matière d'ordre public. La réforme territoriale qui crée 6 nouvelles régions pose la question effectivement de l'adaptation de la cartographie des zones de défense aux limites régionales. Et c'est la question que vous posez. Dans le sud-ouest, 8 départements de la région sont aujourd'hui rattachés à la zone sud-ouest et donc à Bordeaux, tandis que ceux de la région Languedoc-Roussillon sont rattachés à la zone sud basée à Marseille. 4 options ont été étudiées. Vous prônez la création d'une 8e zone et effectivement, cette solution n'a pas été retenue. Elle n'a pas été retenue parce qu'il y a eu des travaux qui ont été engagés, il y a eu un rapport inter-inspection et le ministre de l'Intérieur a souhaité suivre les recommandations unanimes de ces travaux et donc qui consistait à ne pas retenir cette proposition, mais de retenir l'option du rattachement à la zone sud. 2 raisons fondamentales expliquent cette décision. La première est une raison de moyens, parce que cela aurait conduit à démutualiser, et ça n'est pas le souhait lorsqu'il s'agit de gérer au mieux les moyens. Et enfin, d'une raison opérationnelle, puisqu'il y avait la volonté de préserver la cohérence de la politique de lutte contre les feux de forêt sur l'arc méditerranéen. Et cette raison opérationnelle de mieux répondre aux crises, et notamment aux feux de forêt, qui a conduit à prendre cette décision. Pour autant, le ministre de l'Intérieur a entendu les questions que vous posez. Il faut vraiment conclure. Bien entendu, je vais le faire, Monsieur le Président. Et donc, il recherche en ce moment les adaptations qui pourront être apportées à cette position. Je vous remercie. Madame la ministre, je ne vous cache pas que j'avais déjà déposé en septembre dernier une proposition de loi et une résolution spécifique. Le débat
doit avoir lieu et je suis persuadé qu'il aura lieu. Merci, mon cher collègue. La parole est à Monsieur Philippe Adnot. Pour les sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe, vous avez la parole, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres. Ma question s'adresse à Madame Lebranchu et elle s'articule en deux parties. La première concerne les cartes qui ont été établies pour l'intercommunalité par les préfets. Et nous avons pu constater dans un certain nombre de départements que les préfets s'étaient allègrement privés de respecter la loi et avaient fait des propositions qui ne tenaient aucun compte de ce que nous avions décidé ici, c'est-à-dire 15 000 au lieu de 20 000 et avec des dérogations. À tel point que dans mon département, par exemple, la préfète a proposé une intercommunalité de 100 km de long avec les 2/3 de la population du département sans aucune continuité urbaine. Et donc la question, Madame la Ministre, pensez-vous les inciter à respecter la loi et surtout à leur dire qu'ils doivent tenir compte de l'avis des CDCI, parce que chez nous, elle dit partout qu'elle ne tiendra aucun compte de l'avis de la CDCI. La deuxième partie de ma question est la suivante, et c'est vous qui l'avez provoquée, Madame la Ministre, hier, et j'ai d'ailleurs approuvé complètement votre propos, puisque vous avez expliqué que les intercommunalités qui allaient être créées devaient connaître les conséquences de la DGF pour pouvoir prendre leurs décisions. Eh bien, je suis d'accord avec vous. Et donc, puisque la réforme de la DGF a été reculée d'1 an, je vous demande si vous allez reculer la mise en place des intercommunalités d'1 an pour que les intercos puissent décider en connaissance de cause. Pour vous répondre, la parole est au ministre de la Décentralisation, Madame Maryse Lebranchu. Vous avez la parole. Oui, merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Adnot. Vous savez que quand Monsieur le Premier ministre a pris la décision de reculer d'1 an, c'est parce que dans 6 mois, nous aurons la publication intégrale de tous les schémas de PCI. Si vous reculez d'1 an la publication intégrale de tous les schémas de PCI, fera encore reculer d'1 an la réforme de la DGF. Et vous savez, comme ça, en 3000 peut-être, on aura commencé la réforme. Donc c'est pas possible et sur ce point, en revanche, Monsieur Adnot, ce à quoi, avec mes services, nous nous sommes engagés hier, c'est-à-dire à proposer à un certain nombre de responsables communaux et intercommunaux d'avoir une appréciation de leur avenir en fonction des futurs critères de la réforme de la DGF, même si tout ça, bien évidemment, restera très aléatoire. Mais certains nous demandent de pouvoir estimer à N+2+3. Compte tenu de la perspective d'une réforme, bien évidemment, ils ne peuvent plus le faire. Donc nous allons faire autant que possible éclairer les décisions qui sont à prendre. Concernant les schémas eux-mêmes, j'avais dit à ce banc lors de la discussion de la loi NOTRe que nous avons demandé au préfet bien évidemment d'attendre la fin de la loi, mais j'ai en même temps demandé au préfet réuni place Beauvau de faire une proposition de schéma qui naturellement doit recueillir l'assentiment de la commission départementale. Vous vous en souvenez, puisque tout a été dit et coulé dans la loi, dans le marbre de la loi par vous essentiellement, puis vos collègues de l'Assemblée nationale, puis vous définitivement, parce que c'est votre texte qui a été retenu. 50% des collectivités doivent donner leur accord, dont la commune principale, si elle compte 1/3 de la population du département. Et c'est vrai que dans certains départements, cette clause-là pose problème parce qu'il faut avoir l'accord de la commune centre qui fait 1/3 de la population pour pouvoir accepter le schéma. Donc ça crée des dissensions, il y a quelques avis divergents dans votre département. Ils sont assez rares, les cas en question, mais c'est la loi. Et je pense que pour avancer sur ces schémas, qui vont permettre de créer davantage de services, au moins sur ce point, vous avez tous été d'accord. Je pense qu'il faut une vraie concertation entre les élus, c'est d'eux que va dépendre le vote, et cette concertation, avec en particulier la ville-centre, est indispensable, et je ne peux pas faire plus, Monsieur Adnot, que rappeler la loi. Monsieur le Président Adnot. Oui, je voudrais simplement dire que ce que nous avons dit hier sur la nécessité pour les communes de s'engager dans des intercommunalités était importante, de connaître la situation qui allait leur être faite. Et ça n'est pas de report en report. Je pense que le préalable est de connaître les règles, de connaître les conséquences pour pouvoir prendre des bonnes décisions. Donc je réitère ma question. Il faut que nous connaissions
la réforme avant de faire les nouvelles cartes, parce que sinon, ça veut dire qu'on prend des décisions sans aucune connaissance, et c'est bien dommage. Merci. Merci, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues. Les prochaines questions d'actualité au gouvernement auront lieu le jeudi 10 décembre à 15 h. Elles seront retransmises sur France 3 Public Sénat. Je vais suspendre la séance, elle sera reprise à 21h30. Pas le mardi ? Voilà pour cette séance de questions d'actualité au gouvernement que vous avez pu suivre en direct sur l'antenne de Public Sénat. On va tout de suite d'ailleurs retrouver Tam Tranui, toujours en direct de la tribune de presse de l'hémicycle. Tam, pour un premier bilan de cette séance, on l'avait dit, largement consacrée aux conséquences des attentats. Oui, et les temps forts de ces questions d'actualité, c'était, j'allais dire, comme chaque semaine, tout d'abord, les réponses de Manuel Valls, le Premier ministre, qui a à chaque fois intervenu sur des questions liées au terrorisme et aux attentats du 13 novembre, intervenant même lors d'une question qui ne lui était pas directement posée. Alors notons tout d'abord sa réponse au sénateur Les Républicains Louis Nègre qui a pointé du doigt les dysfonctionnements des services de police, de gendarmerie, du renseignement. Comment expliquer qu'un individu fiché S ait pu rentrer de Syrie sans être repéré, qu'il ait pu se moquer des frontières passoires sur les réseaux sociaux avant d'être l'un des kamikazes du 13 novembre. Face à lui, Manuel Valls a refusé absolument de mettre en cause les services de police, de gendarmerie et les services de renseignement, mais il a aussi dit toute sa détermination, nous rendrons coup pour coup. Manuel Valls qui a également répondu à une question du groupe CRC, du groupe communiste, avec une question de Christian Favier qui était assez général sur l'avenir de la jeunesse, et de lui-même, Manuel Valls a abordé la question de la radicalisation des jeunes et il refuse fermement l'idée selon laquelle on peut expliquer cette radicalisation par les difficultés dans le quartier. Ce n'est absolument pas une raison. Il a d'ailleurs à ce moment-là été applaudi sur tous les rangs de l'hémicycle. Enfin, notons la réponse du ministre des Finances Michel Sapin qui a dit que la lutte contre le terrorisme n'était pas du tout contradictoire avec l'équilibre budgétaire. Il l'avait déjà dit ce matin, il l'a réaffirmé cet après-midi. Michel Sapin qui a terminé par une petite pique à la majorité sénatoriale en rappelant que l'équilibre budgétaire était un objectif du gouvernement malgré l'état dans lequel il avait trouvé les comptes en 2012. Merci beaucoup Tam pour votre analyse. On poursuit ce multiplex avec Perrine Ternot qui nous attend en direct de la salle des conférences du Sénat avec l'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin. C'est à vous Perrine. Jean-Pierre Raffarin, bonjour. François Hollande est donc à Moscou ce soir pour essayer de trouver bien une convergence de point de vue entre Washington et Moscou. Est-ce que c'est possible selon vous ? Je crois que c'est possible. D'abord, c'est une bonne décision que d'avoir fait ce changement de cap, d'associer la Russie à la stratégie en Syrie. On ne peut pas faire la guerre avec deux stratégies, il fallait choisir. Et là, je crois que nous avons des bons dossiers, nous avons des choses à proposer aux Russes, nous pouvons leur apporter une certaine forme d'aide sur le terrain. Et je crois que tout le monde peut être gagnant en faisant une seule coalition, avec une seule stratégie, face à un seul adversaire. Daesh. Mais est-ce que l'incident qui s'est produit entre la Turquie et la Russie cette semaine ne remet pas en cause cette grande coalition ? Mais il est clair que tout ceci est très compliqué, qu'il est évident que tout ceci freine l'exigence d'une seule coalition, mais je pense que néanmoins, les intérêts des uns et des autres peuvent, à un moment ou à un autre, se rassembler. C'est tout le travail de la France. C'est pour ça que la France, elle doit parler à tout le monde, parce qu'il faut dégager les intérêts communs. Tout le monde a beaucoup d'intérêts dans cette région. Il est clair qu'il faut dégager les intérêts communs. Et ça, c'est le rôle de la France, de pouvoir mettre en cohérence les États-Unis, naturellement, la Russie, mais aussi la Turquie et l'Iran. C'est ça le travail diplomatique. C'est comme ça qu'on construit la paix. Mais on voit déjà, Jean-Pierre Raffarin, que sur le terrain, la Russie profite de l'incident de cette semaine. Son avion abattu par la Turquie pour installer encore plus de batteries antimissiles en Syrie au sol. Est-ce que ça ne va pas compliquer la tâche de l'intervention de la coalition ? De toute façon, la tâche est très compliquée. Nous sommes en guerre, cette guerre est très difficile, donc c'est de toute façon très compliqué. Mais ce qu'on voit bien aujourd'hui très clairement, c'est qu'il peut y avoir un accord entre la France et la Russie. Contre Daesh, nous faisons un certain nombre de mouvements, nous avons changé certaines de nos positions, les Russes peuvent changer certaines de leurs positions. C'est ça la diplomatie, c'est avancer les uns vers les autres pour atteindre l'objectif. Et je crois que tout le monde veut vraiment éradiquer Daesh, parce qu'on sent bien que la menace, elle est aujourd'hui partout, très
dangereuse et qu'on voit bien que c'est vrai pour l'Europe et c'est vrai pour tous les pays qui sont concernés par la guerre en Syrie, les risques sont majeurs. Oui, donc vous soutenez, vous appuyez la course diplomatique cette semaine de François Hollande. Absolument, nous l'avions déjà réclamé il y a plusieurs mois. Quel rôle peut jouer votre commission des affaires étrangères ? Bien, nous avons plusieurs choses qui sont très utiles en ce moment. D'une part, on travaille beaucoup avec Laurent Fabius justement sur la recherche des points communs. Qu'est-ce qu'il peut y avoir en commun entre la stratégie de la Russie, la stratégie des États-Unis, celle de l'Iran, celle de la France et de la Turquie? Nous travaillons pour essayer de trouver les lignes d'un consensus. Et puis nous travaillons aussi sur la question des renseignements, puisque des moyens importants ont été donnés à nos services de renseignement. Il faut mettre en œuvre rapidement ces moyens. Et puis dans cette période difficile, il faut naturellement travailler à leur côté. C'est difficile, ils sont quelquefois accusés. Je pense qu'ils font quand même beaucoup de très bon travail et ils ont besoin du soutien de la nation. La ligne n'est pas facile à tenir quand même en pleine période électorale entre unité nationale et puis une tendance à montrer un petit peu votre opposition parfois à certaines mesures prises par le gouvernement. Moi je prends le gouvernement au mot, il dit qu'on est en guerre. Alors en guerre, vous savez, les questions électorales passent au second plan. Quand on est en guerre, ça veut dire qu'il faut faire des sacrifices. Quand on est en guerre, ça veut dire qu'il faut mesurer qu'on ne fait pas la guerre à Raqqa et pas la guerre à Paris. En guerre, on est engagé totalement et partout. C'est une question de responsabilité. On ne peut pas faire une guerre bobo où la guerre elle est loin et puis nous, non, on n'est pas concernés. La guerre, elle est toujours totale. On ne fait pas la guerre avec des demi-mesures. Juste une dernière question, Jean-Pierre Raffarin. Je voulais vous faire réagir à cette interview de Manuel Valls dans ce quotidien allemand. L'Union européenne doit dire qu'elle ne peut plus accueillir autant de migrants. Vous êtes d'accord avec le Premier ministre? Je pense qu'en effet, il faut pouvoir maîtriser l'immigration. Et il est clair que nous avons aujourd'hui des excès de réfugiés. Il faut pouvoir accueillir, mais il faut pouvoir aussi assurer des conditions d'accueil. Ça veut dire quand même qu'il faut pouvoir maîtriser notre frontière. Mais comment vous analysez politiquement politiquement cette phrase? Je pense que les réalités s'imposent et qu'au fond, on voit bien que dans les flux de réfugiés, il peut y avoir aussi des flux de terroristes. Et donc, il ne faut pas faire l'amalgame entre réfugiés et terrorisme, mais les terroristes sont assez malins pour se mêler aux réfugiés. Merci beaucoup Jean-Pierre Raffarin d'avoir répondu en direct à nos questions. Delphine, on se retrouve dans quelques instants avec un autre invité. Merci beaucoup Perrine. Françoise Laborde, sénatrice RDSE de la Haute-Garonne, est mon invitée. Bonjour. Vous êtes également membre de l'Observatoire de la laïcité. Peut-être une réaction à ce qu'on vient d'entendre et ces propos effectivement du Premier ministre à un journal allemand. On voit que ces attentats du 13 novembre vont avoir une des conséquences sur la politique migratoire de la France, mais aussi de l'Europe. Quelle est votre réaction? Ma réaction, je crois que M. Raffarin l'a bien dit, il faut faire attention de ne pas se faire peur. Et donc c'est vrai que dans le flux migratoire, il peut y avoir quelques terroristes. Alors il faut apprendre à gérer, puisque bon, on a à nouveau mis des surveillances à nos frontières, on le voit bien quand on passe la douane ou même quand on prend l'avion. Donc il y a une attention plus grande. Donc c'est normal que cette attention se retrouve aussi au niveau du flux migratoire. Mais c'est toujours pareil, il faut gérer et ne pas se faire peur. Ouais. Alors, autre sujet de polémique cette fois dans l'actualité aujourd'hui, il s'agit de la polémique suscitée par la décision, ou plutôt la préconisation de l'Association des maires de France, qui la semaine dernière a estimé que les crèches dans les mairies, leur présence n'était pas compatible avec la laïcité. Alors que pensez-vous de cette décision de l'AMF ? Alors moi, vous savez, je suis assez d'accord, bien sûr, puisqu'une crèche dans une mairie, pour moi, n'a pas tout à fait sa place, puisqu'on demande quand même à avoir un accueil républicain. On demande aussi en ce moment à ne pas changer ses habitudes et à ne pas faire de stigmatisation sur telle ou telle population. Donc on ne peut pas dire d'un côté qu'on a une politique républicaine et de l'autre rappeler qu'on a une culture plutôt chrétienne, et donc mettre des crèches. Voilà, moi ça me paraît très contradictoire. Bien sûr que s'il y a dans certaines communes des expositions de crèches, si au pays des Santons, il y a toujours eu des crèches sur les places, je crois qu'il y a eu des expositions, on ne va pas l'enlever. Dans les marchés de Noël, on ne va pas non plus faire plus. Ouais. Mais que répondez-vous à ceux qui disent que finalement, c'est plus culturel que cultuel, ces crèches de Noël? Oui, je veux bien l'entendre. Ça fait partie de la tradition française, ça fait finalement. Partie de la tradition française. Mais mettre une crèche avec un petit Jésus dans une mairie, je dis non.
Voilà. Je vais vous donner un exemple qui est très simple. Moi, j'ai eu cette proposition dans ma commune il y a quelques années. Une personne qui avait une magnifique collection de santons et qui m'a dit, est-ce que je peux exposer ma crèche? J'ai dit, demandez à monsieur le curé. Elle me dit, mais non, non, c'est pas ce que je voulais dire. C'est pas vraiment une crèche, c'est pour mettre en valeur tous mes santons. Je crois qu'il y avait 350 santons. On l'a mis dans une salle d'exposition, en appelant ça exposition de santons. Et je vous dirais qu'il n'y avait pas le petit Jésus. Le petit Jésus, elle l'a gardé à la maison. Voilà, je crois qu'il ne faut pas confondre culture et culte. Et c'est un petit peu de provocation de mettre le petit Jésus à la mairie. Ouais. Je suis désolée de le dire aussi clairement. Ouais. Mais dans ce contexte d'état d'urgence, est-ce que ce n'est pas un débat un peu déplacé C'est déplacé par ceux qui le font. Parce que le vade-mecum, il fait quand même un certain nombre de pages et de chapitres. Alors d'un côté, vous entendez les élus qui disent on est démunis sur tel ou tel sujet. Quand on leur propose un vade-mecum, c'est un vade-mecum qui contient des lois existantes, des décrets existants et qui ne dit pas « Cher monsieur le maire, vous avez interdiction de mettre une crèche dans votre mairie ». Après, ça reste, je dirais, la notion de réflexion de chacun. Et je trouve que ce qui est une polémique après les attentats, c'est de mettre ça sur le devant de la scène. Et les quelques maires que je ne citerai pas, puisque comme vous, j'ai lu la presse, je trouve que c'est malvenu. Voilà. Alors que ça partait d'un très bon sentiment de la part de M. Léniel et de M. Barouin, et que ce travail de fond... et vice-président de voilà, l'AMF. pardon, oui. François Laborde, vous restez avec nous. On va continuer plaisir. notre multiplex parlementaire puisque Perrine Ternot est avec le sénateur communiste Christian Favier. C'est à vous, Perrine. Christian Favier, merci d'être avec nous. François Hollande vous a libéré du pacte de stabilité que vous dénonciez pour des mesures plus sécuritaires. Et vous avez demandé tout à l'heure au gouvernement également des mesures sociales. C'est ce qui manque dans la réponse du gouvernement après les attentats aujourd'hui ? Oui, aujourd'hui, le gouvernement est d'abord effectivement dans une réponse sécuritaire et on comprend bien dans l'urgence la nécessité de combattre le terrorisme et en même temps on voit bien que la crise dans laquelle on est aujourd'hui appelle aussi d'autres réponses et notamment le besoin certainement d'une cohésion plus forte qui ne peut pas se faire uniquement autour de l'impératif de sécurité mais aussi sur un impératif, je dirais, de solidarité plus grande dans notre société. Donc, ça sera peut-être la deuxième phase, non? Alors pour l'instant, le problème c'est que si on veut effectivement engager ce pacte de solidarité, il faut aussi s'en donner les moyens. Or, c'est là où, effectivement, aujourd'hui, le pacte de stabilité, avec en particulier les mesures très fortes de réduction des moyens aux collectivités locales, sont en contradiction. On voit bien qu'aujourd'hui, très souvent, ces politiques de solidarité, elles sont portées d'abord par les collectivités locales, que ce soit les communes avec leurs centres d'action communaux, d'action sociale, ou les départements. Et aujourd'hui, c'est ces collectivités-là en priorité, d'ailleurs, qui sont frappées, qui sont touchées par les réductions de moyens. Ce discours plus social, il avait été tenu par le gouvernement et par François Hollande au lendemain des attentats de janvier 2015. Est-ce que vous estimez que ça n'a pas été suivi d'effet à l'époque ? Écoutez, on n'a pas vu de mesures significatives qui aient permis justement de faire reculer ces inégalités sociales, territoriales qu'on connaît sur le territoire. On a effectivement eu une grande réforme territoriale, mais qui aujourd'hui est quand même extrêmement confuse et personne ne voit très bien comment ces très grandes régions qui viennent d'être créées ou ces métropoles pourront réduire ces inégalités que l'on constate sur les territoires, voire même on a même une crainte, c'est qu'on ait des territoires qui soient plus en relégation parce que excluent éventuellement justement des territoires les plus dynamiques que sont les métropoles. Donc je crois qu'il y a évidemment d'autres choix à faire. C'est la raison pour laquelle nous insistons beaucoup effectivement sur l'investissement public. Pour nous, la priorité, c'est pas effectivement la réduction des dépenses publiques, mais au contraire. C'est comme ça qu'on pourra reconstruire l'unité, la cohésion nationale. Je pense effectivement parce que l'éducation. Et pas seulement en mettant des drapeaux aux fenêtres. Oui, c'est pas suffisant, même si évidemment on est chacun peut être sensible au fait que les valeurs de la République soient portées plus fortement, mais ça passe aussi justement par un travail d'éducation plus important, un soutien peut-être aussi plus actif dans les quartiers, à ceux qui sont porteurs de projets, aux associations. Il y a beaucoup de forces vives qui aujourd'hui sont un peu en désespérance parce que mais vous avez entendu aussi sont, Manuel Valls tout à l'heure dans l'hémicycle du Sénat, il a dit qu'il ne faut pas chercher d'excuses sociologiques et culturelles aux attentats du 13 novembre. Oui, non, mais il n'y a pas d'excuses à aller chercher. D'abord, ça sera d'abord très compliqué de dire... C'est ce qu'il vous a répondu. Oui, mais ça justement, vous a choqué cette réponse? Ça m'a choqué parce qu'effectivement, d'abord, les auteurs de ces attentats ne sont pas forcément d'ailleurs issus des quartiers que certains voudraient stigmatiser.
Je pense par exemple à ces affiches du Front National aujourd'hui dans la campagne régionale qui disent choisissez votre banlieue, choisissez votre banlieue, et en essayant de stigmatiser certains quartiers. Non, d'ailleurs on voit que ces auteurs des attentats peuvent très bien, aussi bien venir effectivement de quartiers populaires comme de quartiers qui ne le sont pas du tout. Donc le problème n'est pas là, le problème n'est pas effectivement de chercher des excuses à qui que ce soit. Par contre, on sait qu'il y a des souffrances sociales qui existent, qui sont très fortes et qui, elles, ont besoin d'avoir des réponses aussi de la part du gouvernement dans cette période. Très bien, écoutez, merci pour votre message à notre micro. Christian Favier, merci à vous et on retourne en plateau avec vous Delphine. Oui, merci Perrine. Et vous en parliez justement avec le sénateur Christian Favier. Je vous propose de réécouter l'intervention de Manuel Valls, le Premier ministre. C'était il y a quelques instants dans l'hémicycle du Sénat. Il faut mener, bien sûr, une lutte implacable contre cette radicalisation. Mais moi, je vous le dis, j'en ai assez de ceux qui cherchent en permanence des excuses et des explications culturelles ou sociologiques à ce qui s'est passé. La priorité à la jeunesse, bien sûr, et c'est celle du gouvernement. Mais aucune excuse, aucun d'entre nous ici ne fait le moindre amalgame. Et nous distinguons bien. Et en même temps, nous disons qu'il appartient à l'islam de France de se lever et de dire que l'islamisme, le salafisme doivent être combattus par les armes que donne l'état de droit, bien entendu, mais doivent être combattus aussi par l'islam de France sur le plan théologique, sur le plan idéologique et sur le plan culturel. Alors, monsieur le sénateur, oui, priorité à la jeunesse, mais aujourd'hui, priorité à remettre partout la République debout. Françoise Laborde, quand vous entendez Manuel Valls qui a redit, ce n'est pas nouveau, ses propos, il n'y a pas d'excuses sociologiques ou culturelles dans ce qui s'est passé. Finalement, il vise aussi Emmanuel Macron qui avait laissé entendre finalement que la cause des attentats était aussi un échec de la société française. Alors, bien sûr que c'est un échec de la société française, en l'occurrence, puisque ces attentats sont sur notre territoire, mais il y en a en Belgique, il y en a ailleurs, donc je pense que c'est sûrement, il y a un problème de société avec là où peut-être on voudrait mettre quelques excuses, mais moi je suis complètement d'accord, il n'y a pas d'excuses à ce comportement terroriste. On peut en effet dire, on a mis ensemble dans des cités des personnes que l'on n'aide pas, etc. Mais c'est vrai que toutes ces personnes ne viennent pas de milieux et de banlieues stigmatisés ou montrés du doigt par certains, puisqu'on voit bien que dans la radicalisation, il y a aussi des enfants de familles moyennes qui se sont donc radicalisés par l'intermédiaire, j'allais dire, d'Internet, etc. Donc je crois qu'il ne faut pas qu'on mélange ça et qu'en effet, on ne cherche pas d'excuses. Après, quand le Premier ministre dit qu'il faut lutter point par point, je suis complètement d'accord. Donc c'est cette mise en place d'accompagnement, d'éducation et bien sûr de recherche des coupables, là-dessus il ne faut pas excuser, il n'y a pas d'excuse, aucune excuse. On sait qu'il y aura cet hommage demain aux Invalides, le chef de l'État qui demande aux Français d'afficher le drapeau bleu, blanc, rouge. Est-ce qu'il était temps finalement que le patriotisme prenne le pas sur le nationalisme selon vous ? Alors moi je trouve ça très bien, oui, parce que j'ai toujours défendu avec ma petite casquette laïque et prof de mettre le drapeau dans toutes les écoles, même si ça paraît évident, je peux vous dire qu'il y a encore beaucoup d'écoles publiques où il n'y avait pas le drapeau. Mettre sur les frontons liberté, égalité, fraternité, c'est dans la loi, mais ce n'est pas encore partout. Et donc je trouve que nos enfants, et donc adolescents, adultes français, qu'ils respectent leur drapeau et qu'ils n'y associent pas un parti que je ne nommerai pas, c'est très bien. Patriotisme, ce n'est pas nationalisme. Il faut se réapproprier ces valeurs de la République, elles ne sont pas réservées à l'extrême droite, c'est ce que vous dites ? C'est tout à fait ça, parce que les enfants, ils réapprennent la Marseillaise, on le voit quand même en dehors de nos frontières. On a vu les drapeaux bleu, blanc, rouge, on a vu chanter la Marseillaise, ça a été beaucoup d'émotions dans beaucoup de pays, et nous, on ne le ferait pas. Donc je pense qu'il était temps, oui. C'est dommage que ce soit ça qui... Ouais. Voilà. Comment vous l'expliquez justement quand vous dites dans les écoles certaines réticences à afficher ce drapeau bleu, blanc, rouge? D'où ça vient selon vous? D'où ça vient, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je pense que il y a des fois où on croit que les choses sont acquises
Après la Première Guerre mondiale, plus jamais de guerre. Après la Seconde Guerre mondiale, plus jamais de guerre. Après, il y a eu un esprit de liberté. Je ne vais pas critiquer mai 68. Et c'était tellement logique, tellement apparemment dans notre ADN. Moi, je le dis souvent, radical de gauche, dans notre ADN, il y a l'humanisme, il y a la laïcité, il y a les valeurs de la République. Mais c'est une phrase toute bête de dire ça. Parce que c'est dans mon ADN, mais est-ce que c'est dans l'ADN de mes enfants? Si on ne leur explique pas, si on ne leur transmet pas ces valeurs, elles disparaissent. Donc aujourd'hui, on se rend compte qu'on a fait des erreurs de transmission. Et ça, chacun, de droite ou de gauche, doit se dire, oui, là c'est un petit peu de ma faute, je n'ai pas transmis les valeurs de notre République. Eh bien, merci beaucoup Françoise Laborde d'avoir été notre invitée aujourd'hui. C'est la fin de ce Sénat 360. Prochain rendez-vous avec l'actualité politique et parlementaire. On va plus loin à 22 h avec Sonia Mabrouk et Paul Bouffard. Bonne fin de journée à tous. Bonsoir, bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. On va plus loin, c'est le moment privilégié du débat et de l'échange sur Public Sénat avec Sonia Mabrouk et Paul Bouffard. 90 minutes en direct du lundi au jeudi pour découvrir, débattre et décrypter l'actualité. On va plus loin pour redonner du sens à l'information et voir plus loin. En séance, votre débat parlementaire, c'est dans un instant. On parle ce soir dans Ça vous regarde de ce marathon diplomatique mené par François Hollande. Objectif, créer cette coalition avec cette rencontre au sommet entre le président français et Vladimir Poutine. On fera le point évidemment sur cette rencontre. Elle peut être décisive, évidemment. On en parlera avec vous, avec vos questions posées sur les sites forum lcp.fr, le jdd.fr, bien sûr, #CVR, ça c'est pour les tweetos. Et n'oubliez pas notre page Facebook.